BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, des témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pros des Cryptos. Chaque vendredi, nos NFT sont en place, nos talents non fongibles, rien qu'à nous. Claire Balba. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. VP stratégie de Debloc. Vous nous accompagnez ainsi que Thibaut Boutroux pour Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Merci de vous retrouver dans un instant. On parcourra l'ensemble de l'actu qui a fait cette nouvelle semaine crypto. Mais d'abord, quel potentiel sur les cours? Il va nous livrer sa vision des choses, sa vérité, sa vérité. Vincent Gall avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Un peu de pression là, comme ça, pour mettre l'ambiance. Analyse technique indépendant, Vincent. C'est vrai qu'on est sous les 100 000 là, un petit peu plus de 98 000 cet après-midi sur le Bitcoin. Février a commencé dans le dur pour les cryptos, surtout pour les altcoins. En revanche, Bitcoin est resté assez résilient, c'est vrai. Ça vous amène à rester optimiste pour la suite de l'année? Oui, cher Guillaume, je suis un éternel optimiste concernant Bitcoin, mais pour répondre précisément à votre question, c'est le facteur technique dominant de cette semaine, depuis le début de l'année, même depuis le début du cycle, en tout cas par rapport au précédent cycle, la très nette sous-performance des altcoins. Elles ont subi ce début de semaine une chasse à la liquidité qui était massive. Certaines sont revenues au point de départ de la hausse du 6 novembre dernier, c'était la victoire de Trump. D'autres sont même encore en bear market. Bon, c'est compliqué pour les alts, mais selon moi, ça ne remet pas en question le potentiel haussier de Bitcoin. Vous savez, le cycle est encore long. En répétition de cycle, ça nous emmène jusqu'en fin d'année, octobre, novembre, voire pourquoi pas pousser jusqu'à décembre 2025. Et plus factuellement, sur la semaine, Bitcoin n'a cassé aucun support majeur. C'est un trading range entre 90 et 108 A. C'est vrai que cette barrière des 100K, elle est difficile à passer. En fait, depuis fin novembre, on y est. Mais dans l'historique de Bitcoin, tous les multiples de 10, comme ça, ont rencontré une résistance de plusieurs semaines. Et moi, c'est vrai que je vais me répéter, mais plus on avance dans l'année, plus on avance dans ce mois de février, mois de mars, plus on rencontre des statistiques de saisonnalité qui sont favorables et idem du côté des approches de répétition de cycle. Donc oui, je réponds à votre question. Je reste hyper optimiste pour Bitcoin cette année. Le potentiel aussi est vraiment loin d'être épuisé. Et quand je vois le pessimisme général et qui devient même consensuel, moi, vous savez, ça me rassure. J'ai une approche contrarienne par rapport à cette psychologie de marché. Et pour le court terme, alors, comment vous voyez les choses dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Quel potentiel à très court terme sur Bitcoin? Écoutez, c'est comme je viens de vous le préciser, il y a deux bornes, 90 000, 108 000 $. Et puis là, on est dans la partie basse. Il y a un rapport sur le marché du travail américain qui a été publié il y a 15 minutes. Il n'y a pas eu de décrochage. Moi, je regarde en détail les statistiques du mois de février et plus on avance dans le mois, plus c'est favorable. Et je ne serais pas surpris, en fait, que d'ici la fin du mois, on retrouve le haut du range, et voire même, pourquoi pas, qu'on en sorte par le haut. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les retours sur 90 et éventuellement des chasses à la liquidité brèves sous ce niveau sont des opportunités d'achat à long terme, en tout cas pour ce cycle, sur Bitcoin. Vincent Gall avec nous, donc, et les paliers, les seuils techniques que vous identifiez sur les cryptos. Après, chacun se fera bien sûr son avis. Merci Vincent de nous avoir accompagné, analyste technique indépendant. La semaine a été riche encore en actualité crypto. On va parler, du Bitcoin au comptant, les ETF Bitcoin au comptant. Depuis des mois et des mois, vous entendez que seuls les Américains peuvent y investir. Et peut-être pourrez-vous, vous aussi, bientôt y investir, puisque BlackRock est peut-être sur le point de lancer son propre ETF au comptant Bitcoin ici en Europe. Ce qui d'ailleurs peut-être apportera un peu plus de collecte encore à venir sur Bitcoin. On va en parler avec nos experts, nos pros des cryptos dans un instant. On reviendra sur les États-Unis aussi, bien sûr, les nouveaux développements avec l'administration Trump et David Sachs qui se dévoile, le conseiller crypto de Donald Trump, celui qui a obtenu un bureau à la Maison-Blanche, qui a offert aux cryptos un bureau à la Maison-Blanche. Eh bien, il a tenu sa première conférence de presse, il a dévoilé ses priorités, on va détailler les choses bien sûr. Quant à Ethereum, update is coming. Voilà, la nouvelle mise à jour d'Ethereum est en train d'approcher, elle aura lieu sans doute en mars. C'est ce qu'a annoncé Vitalik Buterin, la prochaine grande mise à jour, alors que Solana défie de plus en plus Ethereum. C'est votre machine à concentrer l'essentiel, les pros des cryptos chaque vendredi. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Ils sont là, nos pros des cryptos. Claire, donc, à nos côtés. Ravi de vous retrouver, Claire. Et Thibaut Boutroux, bien sûr, depuis ses bureaux de Meria, là-bas, en Moselle. Il fait beau en Moselle au mois de février. Franchement, Thibaut, il fait beau chez vous aujourd'hui? Franchement, il ne fait pas moins beau que d'habitude. Oh, il est fort. C'est comme en bourse, vous savez, quand on publie moyennement, mais qu'on est au-dessus des attentes, le marché achète. Bon, on va parler des cryptos et de leur potentiel. Les cryptos sont supposés ouvrir les fenêtres. Elles sont supposées, les cryptos, décorréler, décentraliser les investissements. Bref, libérer, délivrer, telle est la mission des cryptos. Sauf
Sauf que les frontières comptent manifestement quand même. Les droits de douane de Donald Trump ont eu, il faut bien le reconnaître Thibaut, ont eu un impact direct sur les cours des cryptos cette semaine. Oui, tout à fait, un impact significatif. Les annonces de Donald Trump ont eu un impact sur l'ensemble des marchés financiers, boursiers, et les cryptos n'ont pas fait exception à ça. Les cryptos sont considérés comme un marché risqué, donc dès qu'il y a de l'incertitude, naturellement, les investisseurs ont tendance à se désindexer des marchés risqués et donc ont eu tendance à se désindexer un petit peu des cryptos. Après, quand on parle de crypto, là, pour le coup, on a vraiment deux écoles qui se sont distinguées. On a d'un côté les altcoins, où là, on a eu des pertes. Vincent Gann en parlait en préambule, jusqu'à moins 25, moins 30 sur quelques jours, certaines qui sont revenues à leur précédent de novembre dernier. Et puis on a eu Bitcoin qui a encaissé une baisse beaucoup moins violente et surtout qui l'a quasiment rattrapé instantanément. Et c'est pas la première fois qu'il se comporte de cette manière avec des événements internationaux majeurs. Donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant à constater. Et alors, pourquoi les cryptos réagissent aussi vite sur ce type d'annonce ? En fait, il y a plusieurs paramètres. Je disais tout à l'heure qu'il y a le paramètre c'est un marché risqué et les investisseurs ont tendance à se désintégrer quand il y a de l'incertitude. Mais il y a aussi d'autres paramètres. Le fait qu'on est sur un marché sur lequel il y a beaucoup de leviers. Donc, naturellement, quand on a une correction, on a des liquidations en cascade qui amplifient encore un peu plus cette correction. On est en plus sur un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. Ça veut dire pas de répit. Ça veut dire aussi des momentum où on a un petit peu moins de liquidité et donc où la volatilité, elle est plus amplifiée. Et donc, tout ça crée un marché sur lequel, naturellement, quand il y a des corrections, elles sont un petit peu plus violentes et parfois, on va prendre un petit peu plus de temps pour les récupérer. Et c'est ce qu'on a vécu cette semaine, effectivement. Et dans cette phase, le Bitcoin, Claire, a encore renforcé sa dominance. Elle est de 60% de dominance désormais. Oui, c'est assez rare, effectivement, d'avoir des taux de dominance qui dépassent très franchement les 50%. Et c'est la particularité de ce cycle. Il y a vraiment une dominance de Bitcoin qui est plus forte que dans les cycles précédents. Alors pourquoi ? Thibault l'a dit, c'est vrai que dans les moments où les cryptos baissent en général, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont des altcoins qui vont se réfugier sur Bitcoin parce que Bitcoin est moins volatile que la plupart des autres crypto-monnaies. Donc ça, ce sont des mouvements assez logiques. Encore une fois, quand le marché baisse, Bitcoin baisse un peu moins en proportion par rapport au reste des cryptos. Donc là, on peut très bien imaginer qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui avaient d'autres cryptos qui finalement ont converti leurs cryptos en Bitcoin, donc Bitcoin baisse moins, voire même ne baisse pas. Et la particularité de ce cycle aussi, c'est qu'on a désormais des investissements institutionnels massifs, notamment via les ETF ou via les entreprises, qui viennent soutenir ce cours du Bitcoin, alors que sur les autres crypto-monnaies, il n'y a pas forcément ce soutien institutionnel qu'on retrouve sur la première des cryptos, qui est le Bitcoin. Et de manière générale, c'est vrai qu'on a une sorte de buzz aussi autour de Bitcoin pendant ce cycle qu'on avait moins dans les cycles précédents. Oui, dominance record, donc 60%. 60% de dominance désormais du Bitcoin face aux autres cryptos. Et elle pourrait peut-être encore se renforcer, cette dominance, parce que les acheteurs européens de Bitcoin pourraient encore se multiplier. Pourquoi ? Un ETF au comptant sur Bitcoin pourrait voir le jour en Europe. Peut-être, on l'espère, on verra, on va voir. En tout cas, BlackRock est sur le point de tenter le coup. D'après Bloomberg, en effet, Thibault, BlackRock s'apprête à lancer son propre ETF au comptant Bitcoin ici en Europe. Oui, tout à fait. Après avoir conquéri le marché européen, le marché américain, il s'attaque à l'Europe. Alors moi, je vais mettre un petit peu de nuance sur ce propos, puisque alors on n'a pas d'ETF, mais on a des ETP déjà en Europe. On en a entre 150 et 200 sur les cryptos, des ETP qui permettent justement une exposition aux cryptos, pas que à Bitcoin. D'ailleurs, on a été un peu plus loin. Ça fait déjà quelques années que c'est sur le marché, et l'ensemble de ces produits représente à peu près 20 milliards d'encours, un petit peu moins. L'ETF Bitcoin de BlackRock seul aux États-Unis, c'est un peu moins de 60 milliards, donc c'est 3 fois plus. On est vraiment sur un marché qui est différent, avec peut-être un appétit des investisseurs qui est un petit peu moins. Donc ça, c'est le côté positif. Peut-être que l'arrivée de BlackRock, avec sa force de frappe, avec son aura, va peut-être permettre d'aller challenger un petit peu les gestionnaires d'actifs les plus réticents et amener un peu de liquidité. Mais à mon avis, il ne faut vraiment pas s'atteindre à un effet sur le marché aussi significatif que pouvait être l'approbation des ETF il y a à peu près 1 an aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, le marché est plus petit. On a déjà des produits qui existent. Donc, à mon avis, même si on va avoir des flux positifs, à mon avis, ce sera quand même l'ordre sera beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on a pu avoir. On avait vraiment des investisseurs qui étaient un petit peu, qui faisaient la queue chez BlackRock en attendant cet ETF côté des États-Unis. Là, aujourd'hui, ils ont quand même des supports pour pouvoir s'exposer. Donc, s'ils avaient voulu le faire, ils auraient pu le faire avant. Donc, on aura certainement un effet positif, mais qui sera amoindri. Ouais, et j'ajouterais à ce que dit Thibault qu'il n'y a pas la même culture de l'investissement en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les ETF, même pour les particuliers, ce sont des produits assez courants. En fait, tout le monde investit, tout le monde en parle.
En Europe, alors surtout en France, mais même dans d'autres pays européens, c'est quand même beaucoup moins commun. La majorité des gens ne savent même pas ce qu'est un ETF. Et donc, un ETF qui arrive en Europe, je doute qu'il rencontre le même succès qu'aux États-Unis, que ce soit sur Bitcoin ou sur autre chose. Quel gâchis. Il faudrait que les gens nous écoutent plus souvent quand même. Et écoutent BFM Bourse aussi. On parle tout le temps. Les ETF, pour un Américain, c'est la base. Ici, vous allez dans la rue, vous parlez d'ETF, les gens vous disent quoi ? Bon, on en est encore là. Satoshi, où es-tu ? Qui es-tu, Satoshi ? C'est une question que l'ensemble de l'écosystème crypto continue de se poser. Satoshi reste un mystère. Eh bien, le futur des cryptos aux États-Unis aussi reste inconnu. Mais le voile, pour le coup, se lève peu à peu, tout doucement. David Sachs, le conseiller crypto de Donald Trump, a tenu une conférence de presse cette semaine. C'était Capital, la CCC, c'est comme ça qu'ils l'appellent les Américains, la Crypto Capital Conference. Elle a eu lieu, c'était en milieu de semaine, et il a énormément insisté dans cette conférence, David Sachs, sur les stablecoins. Qu'a-t-il dit, Claire ? Alors, ce qu'il dit, c'est qu'a priori, il y aura une réglementation sur les stablecoins. Alors, on l'attendait parce qu'aux États-Unis, il y avait un vrai manque de cadre clair sur le sujet des stablecoins et sur tout le reste. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait des lois sur ce sujet, selon David Sachs, dans les 6 mois. A priori, ça va être géré par la SEC, donc cette agence qui autrefois était très anti-crypto et qui finalement aujourd'hui devient un peu plus favorable aux crypto. Ce qui est important, c'est que aux États-Unis, le contexte, c'est quand même qu'il y a une sorte de crise autour du dollar parce que il y a beaucoup de pays dans le monde qui cherchent à se dédollariser, à beaucoup moins dépendre du dollar américain. Et évidemment, ça n'arrange pas du tout les États-Unis qui souhaitent maintenir leur hégémonie monétaire ou en tout cas leur influence monétaire à travers le monde. Or, ils n'ont pas 50 solutions. C'est-à-dire que si les autres pays veulent éviter le dollar et qu'en plus, là, Donald Trump a dit qu'il n'y aura pas de MNBC, on ne veut pas qu'il y ait de monnaie de banque centrale, de dollars émis par la banque centrale aux États-Unis. Voilà, il ne reste pas 50 options. Ce qui reste, ce sont les stablecoins dollars. Alors, la bonne nouvelle, pour eux, en tout cas, c'est que le dollar est déjà ultra dominant parmi les stablecoins sur Ethereum, sur l'ensemble des blockchains. Mais je pense que là, ils veulent assumer désormais cette stratégie-là en se disant il faut qu'il y ait du dollar sur les différentes blockchains sous forme crypto. Comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce que ça va être régulé ? Parce que forcément, si ça vient à représenter une masse monétaire très importante, il faut se poser des questions sur les réserves des émetteurs, enfin toutes les questions qu'on s'est posées en Europe très tôt, peut-être trop tôt avec Mika. Donc voilà, ils vont se les poser dans les mois qui viennent. Il va y avoir une réglementation. Je pense qu'elle va être quand même relativement pro-business. Oui, alors ça, on peut sans doute compter sur eux sur le côté pro-business, effectivement. Mais face à un risque de dédollarisation, effectivement, les stablecoins pourraient venir sauver le dollar. Il n'en a pas besoin, il est quand même en pleine forme, le dollar. Mais voilà, venir apporter un soutien au dollar. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer en Europe, c'est quand même que Mika réglemente les stablecoins. Et donc, on va se priver d'un certain nombre de stablecoins dollars sur nos plateformes. C'est une volonté des régulateurs européens pour favoriser aussi les stablecoins euros. Et donc, les États-Unis voient ça en Europe et probablement le voient arriver dans d'autres régions du monde. Donc, ils doivent se poser des questions. Oui, c'est vrai, il y a cette bataille. Et la régulation européenne, justement, Mika, que vous citiez, cette régulation européenne, Thibault, aura sans doute des effets vertueux pour l'euro, pour les stablecoins euros. C'est le point de vue, en tout cas, de JP Morgan qui s'est exprimé là-dessus. Les stablecoins euros, peut-être amenés, ils sont très en retard sur les stablecoins dollars, amenés à se trouver sauvés par Mika, la réglementation. Oui, tout à fait. Donc, l'analyse, elle porte vraiment sur ça, sur la réglementation européenne et sur l'impact qu'elle peut avoir sur les stablecoins euros. Et ça fait un peu le lien avec ce qui a été dit juste avant par Claire, où, contrairement aux États-Unis, là, pour le coup, en Europe, on a une réglementation sur les stablecoins qui devrait privilégier le développement des stablecoins euros. On est en train de se priver d'un certain nombre de stablecoins dollars. On voit le plus gros émetteur de stablecoins qui est Tether, qui n'a pas souhaité se conformer à la réglementation MiCA, en tout cas aujourd'hui. Donc, ça laisse aussi un petit peu plus de place sur le marché des stablecoins en Europe. Donc, on parle sur du moyen long terme, puisque le temps que tous les acteurs se mettent en conformité. Mais donc, effectivement, on a un cadre qui va être propice au développement des stablecoins euros parce que les stablecoins euros sont aussi développés par les acteurs institutionnels. On en a beaucoup qui sont en train de travailler sur le sujet, des acteurs comme Société Générale Forge, comme BBVA, comme Deutsche Bank, comme Revolut, un certain nombre qui sont dans les tuyaux où on a des projets qui sont plus ou moins avancés. Avec la structuration du cadre, on va naturellement booster les stablecoins euros sur la zone euro. Là où il faut mettre de la perspective, c'est que ça ne veut pas dire que les stablecoins euros vont à un moment donné être plus forts que les stablecoins dollars, puisqu'on reste vraiment localisé sur le territoire européen. On est hors aussi de l'environnement décentralisé dans lequel c'est quand même les stablecoins dollars qui dominent aujourd'hui largement la partie et à mon sens à long terme qui vont continuer à la dominer. Donc finalement, l'analyse et la conclusion, elle est assez logique.
d'un point de vue business, effectivement, la réglementation européenne a plutôt vocation à favoriser les stablecoins euros à long terme. Oui. Et en face, donc les Américains se bougent aussi pour favoriser le dollar à travers les stablecoins. David Sachs a consacré l'essentiel de sa conférence sur les cryptos, l'essentiel au futur des stablecoins dollars. Ça va être l'objet de la question crypto qui claque. C'est parti, comme chaque semaine. On pose cette question embarrassante sur nos réseaux sociaux. Notre fil X BFM Crypto, vous pouvez tous vous y abonner. La question embarrassante de la semaine. Thibaut et Claire, êtes-vous prêts ? On est prêts. Ils sont prêts. La voici la question. Vous l'aurez compris, c'est l'autre bataille, celle des stablecoins. Les stablecoins euros peuvent-ils un jour rattraper les stablecoins dollars ? Oui, dans 3 ans, première option qu'on vous propose. Oui, dans 10 ans, deuxième option. Non, c'est déjà trop tard. Troisième option. Vous êtes déjà nombreux depuis ce matin à participer. Laissez-nous, n'hésitez pas aussi vos arguments en commentaire. On essaye chaque semaine avec nos pros des cryptos de rebondir sur vos arguments. Les stablecoins euros, Claire, peuvent-ils rattraper les stablecoins dollars ? Non. Non. Oh, Thibaut. Malheureusement, non. Oh. On avait pourtant ouvert plusieurs options. Oui, pourquoi pas dans 3 ans. Oui, pourquoi pas dans 10 ans. Vous voyez loin. Deuxième option. Même à 10 ans, vous dites que non. Pour vous, il est déjà trop tard, Claire. Mais en fait, c'est pas juste une question de stablecoin. Alors bien sûr, il y a des histoires de réglementation qui jouent, pro, anti-entreprise, etc. Mais ce qui compte aussi, c'est la puissance monétaire des zones monétaires dont on parle. Et il se trouve que les États-Unis ont une influence déjà monétaire beaucoup plus grande que celle de l'Union européenne et de la zone euro. Et donc, on part déjà avec un gros handicap. On est ensuite un peu moins pro-innovation. On met quand même de l'énergie dans des sujets genre monnaie numérique de banque centrale. Et donc, je ne vois pas dans quel monde, même dans 10 ans, on aura des stablecoins euros qui ont rattrapé les stablecoins dollars. Ce n'est pas du tout la volonté de nos régulateurs en plus aujourd'hui. Donc peut-être qu'on aura des stablecoins euros en Europe et qu'on utilisera moins de stablecoins dollars. Mais en termes d'influence dans le monde, je pense que les stablecoins dollars resteront ultra dominants par rapport aux stablecoins euros. Oui, d'autant que les États-Unis, Donald Trump, disent non à un dollar numérique, alors qu'en Europe, si, la Banque Centrale Européenne travaille à créer un euro numérique. Si un euro numérique véritablement voit le jour, Thibaut, ce serait une entrave de plus aux stablecoins euros ? Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a très peu d'informations sur à quoi ressemblera finalement cet euro numérique. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on va aller au bout du projet, ou si on a des acteurs privés institutionnels qui développent ce marché-là, on va plutôt se focaliser là-dessus? Assez difficile à dire. En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de Claire. Et surtout, on a déjà beaucoup de retard. Et au-delà des marchés géographiques, on a aussi tout cet environnement de la finance décentralisée sur lequel aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu moins fort au niveau européen pour répondre avec un stablecoin euro. Oui. Alors on va regarder les réponses de nos auditeurs et téléspectateurs, les followers aussi de BFM Crypto. Est-il trop tard ou pas pour les stablecoins euros face aux stablecoins dollars ? Je crois que la question est vite répondue. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà eu des réponses aussi franches, tranchées. À 82%, vous dites ouais, c'est mort, voilà, c'est trop tard. 82% d'entre vous ont estimé qu'il était désormais trop tard pour les stablecoins euros. 10% pensent que c'est jouable à horizon 10 ans et 8% seulement à horizon 3 ans. Voilà, donc une grande majorité de pessimisme autour de l'avenir des stablecoins euros. Même si c'est vrai, la régulation MiCA tente d'essayer de limiter les dégâts. Et d'ailleurs, on voit que ça a un impact sur certains grands acteurs stablecoins ici en Europe. L'USDT, tiens, Claire, Crypto.com a annoncé il y a quelques jours qu'il allait à son tour supprimer l'USDT et d'autres cryptos non conformes à MiCA. Oui, il n'y a pas que Crypto.com d'ailleurs. Toutes les plateformes régulées en Europe vont progressivement délister l'USDT et d'autres stablecoins comme le DAI. Alors, ça pose plein de questions, bien sûr, sur le marché des stablecoins dans son ensemble. Qui va sortir gagnant de cette bataille ? Ce qu'on voit quand même se dessiner, c'est que ceux qui sont en train de gagner des parts de marché, c'est pas tant les stablecoins euros, c'est plutôt le grand concurrent de l'USDT qui est l'USDC, qui lui se régule en Europe. Voilà, ils ont eu une licence EME, etc. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a plus d'USDT qu'on va tous basculer sur de l'euro. C'est pas aussi simple que ça. Maintenant, pour les utilisateurs, très concrètement, qu'est-ce qui va se passer si vous avez de l'USDT sur une plateforme ? Probablement que la plateforme va vous laisser un délai pour vendre vos USDT. Il me semble que dans le cas de Crypto.com, c'est jusqu'à fin mars. Donc voilà, vous n'allez pas vous connecter avec plus d'USDT d'un coup. Normalement, vous avez un certain nombre d'annonces qui vous laissent le temps de le vendre et de prendre vos dispositions. Les pros des cryptos, votre machine à condenser l'actualité en 20-25 minutes chaque vendredi, à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Crypto, bien sûr, tout au long du week-end. On va aussi parler de... attendez, juste un instant, Chris en régie veut
veut intervenir. Vas-y Chris. Et oui, je pense que c'est aux USA que tout se passe maintenant. La SEC cette semaine a communiqué sur les priorités de sa task force dédiée aux cryptos. Est-ce que vous pouvez en parler aussi ? Effectivement, la task force de la SEC a dévoilé effectivement, Chris, ses priorités cette semaine. On voit que ça communique beaucoup aux États-Unis. Bien vu. Qu'est-ce qu'elle a dit, Thibault, la task force de la SEC cette semaine ? Qu'a-t-elle dit d'autre en plus de ce qu'a aussi dit David Sachs ? Ouais, donc la task force, c'est cette nouvelle équipe crypto qui a été intégrée à la SEC. Alors, en gros, leur mission, pour la rappeler, c'est de apporter une clarté sur la réglementation au niveau américain. Et donc pour ça, il y a un certain nombre de tâches qui vont devoir dérouler. Et la première, qui est vraiment la priorité numéro 1, c'est d'apporter une clarification sur la classification des cryptos. C'est un sujet qu'on a beaucoup débattu sur ce plateau durant les derniers mois, dernières années. Si vous vous souvenez, ce débat qu'il y a eu à un moment donné sur Ether, qui était en danger parce que potentielle requalification, c'est un sujet qui alimente les conflits entre la SEC et Ripple depuis un certain temps. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on manque de visibilité, ou alors on avait une dimension très stricte de la SEC. Donc les cartes vont être un petit peu rebattues à ce niveau-là, et c'est plutôt très très bien perçu de la part des acteurs. Et surtout, ça se fait à travers un dialogue aussi avec l'écosystème. Donc c'est plutôt positif. Et il y a un autre, on ne va pas dérouler toute la liste, puisque là il y a vraiment beaucoup de missions qui vont être déroulées. Mais il y a un autre aspect que je trouve aussi intéressant, qui va amener un petit peu de visibilité sur le terrain, c'est quel est finalement le champ d'action de la SEC. On a eu plusieurs conflits l'année dernière, interagences entre la SEC, entre la CFTC, qui devait réguler quoi, qui devait intervenir sur quel sujet, et ça mettait encore une couche de flou sur les acteurs, et ça mettait une couche de latitude. Et là, on va du coup repartir d'une feuille blanche pour dire, OK, nous, notre terrain de jeu, il va de là à là. Après, c'est vous qui prenez le relais sur ces sujets-là. Donc voilà, donc ça remet de l'ordre, ça remet de l'organisation, ça remet du dialogue. Et c'est plutôt une mission qui va se faire sur le long terme. C'est un chantier qui est assez lourd, mais ça part sur des bases plutôt saines. Voilà, là on évoque la task force de la SEC, et parallèlement, on le disait, David Sachs, le conseiller crypto de Donald Trump, a aussi parlé cette semaine, a tenu sa conférence. Juste pour revenir sur David Sachs rapidement, il a un profil tech affirmé. Il est l'homme qui murmure à l'oreille de l'IA, et l'homme à l'oreille duquel l'IA murmure aussi. Bref, il connaît tous les développeurs de la tech américaine. Est-ce qu'il peut créer des passerelles, des ponts encore plus importants entre l'écosystème crypto et la tech, l'univers de l'intelligence artificielle aussi, d'après vous, Claire ? Attendez, on allume votre micro. Ça y est, l'IA vient d'allumer votre micro. C'est fait. Ce qui crée des ponts, c'est qu'il y a effectivement une personnalité comme lui qui gère les deux sujets en même temps. Et donc, rien qu'en termes d'affichage, ça montre que ces deux sujets sont des priorités. Donc, ça va probablement inciter des entrepreneurs à aller creuser ces deux sujets. Donc, naturellement, ça devrait créer des ponts, parce qu'il y a probablement des gens qui vont se dire il y a de l'IA, il y a la crypto, c'est deux priorités au niveau national. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire, et donc je vais creuser ces deux sujets. Et donc, ça permettra sans doute de faire émerger des projets utilisant ces deux technos. C'est aussi quelqu'un qui pourra mettre des gens en relation, bien sûr, s'il y a besoin. Mais je voudrais quand même nuancer un peu le propos. C'est pas parce qu'il y a deux technos qui ont le vent en poupe en ce moment que nécessairement il doit y avoir des ponts, il doit y avoir des projets qui vont utiliser ces deux technos. On voit aussi en ce moment qu'il y a beaucoup de projets qui surfent un peu sur cette hype et qui disent, voilà, nous on utilise l'IA, on utilise la crypto, on est un AI agent dans la crypto, je ne sais quoi. Je pense qu'il faut quand même se méfier un peu de l'utilisation excessive des buzzwords. Et c'est vrai que souvent, moi, quand je vois plus d'un mot dans un projet qui est sur une hype en ce moment, j'ai tendance à beaucoup me méfier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes à faire, mais voilà, je pense qu'il faut faire attention à pas non plus tomber dans un enthousiasme excessif. Et même chez les économistes, ça on le constate, parce que les économistes n'ont pas attendu 2025 pour avoir des modèles de prévision, et maintenant, au lieu de nous dire « Ah, nos modèles de prévision anticipent ceci, cela », ils disent « Notre intelligence artificielle anticipe ceci, cela ». Mais on imagine que c'est les mêmes modèles de prévision, puis on parle d'IA. Bon, bref. Attention au marketing, effectivement. Alors, Donald Trump s'est aussi exprimé cette semaine, et il a annoncé la création d'un fonds souverain américain. Chris, Jonathan, là, en régie, qui a fait ça? Un sérieux? Fonds souverain, pas fonds sous-marin, les gars. Oh. Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Un fonds souverain américain. Donald Trump l'a annoncé. Ce fonds souverain verra le jour, dit-il en tout cas. Alors, grand bien lui fasse. Mais est-ce que c'est une façon, ce fonds souverain américain annoncé cette semaine, une façon peut-être, Thibault, du coup, d'isoler la réserve stratégique en crypto, de la marginaliser? Alors,
Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais effectivement, il en suffisait de peu pour alimenter la rumeur. Tout de suite à cette annonce, on a la presse crypto qui s'est emparée du sujet en disant que ce fonds souverain serait utilisé pour acheter des cryptos. Cynthia Lummis, la sénatrice qui est pro-crypto, a fait le lien aussi à travers un tweet. Mais pour l'instant, on n'a rien qui a été officialisé. En tout cas, ce ne serait pas une première. Pour la petite anecdote, la Norvège avait déjà utilisé un fonds souverain pour investir dans le Bitcoin et ça s'était plutôt bien passé. Donc, affaire à suivre. Ouais. En attendant de voir la réserve stratégique et le fonds souverain américain, le plus gros fonds américain en crypto reste un fonds privé. Ça reste MicroStrategy, qui est coté à Wall Street, la plus grande réserve privée de Bitcoin au monde. D'ailleurs, je dis MicroStrategy, mais il faudra apprendre à ne plus dire MicroStrategy, Claire. Oui, MicroStrategy qui désormais s'appelle simplement Stratégie, avec un logo qui représente le sigle Bitcoin. Là aussi, c'est assez logique puisque MicroStrategy a ces dernières années transformé un peu son orientation, puisque MicroStrategy est devenu un ETF Bitcoin avant l'heure et investit aujourd'hui massivement dans Bitcoin et aussi dans d'autres sujets comme l'IA. Et donc, on pouvait s'attendre à ce rebranding qui permet d'affirmer et d'assumer beaucoup plus nettement cette orientation pro-Bitcoin, cette détention de Bitcoin. Donc, ça va avec une nouvelle formulation de leur stratégie. Et d'assumer que le groupe a grandi. Micro, ça faisait peut-être un peu trop petit aussi. Non, on est grand maintenant, on est devenu adulte. Bon, en tout cas, MicroStrategy s'appelle désormais Strategy et il faudra s'y faire. Dirigé Strategy par Michael Saylor. On parle d'ailleurs souvent des milliardaires dans ce rendez-vous consacré aux cryptos et souvent des milliardaires de la tech pro-crypto. Mais il y a ceux qui n'y croient toujours pas. Et notamment, c'est pas n'importe qui Bill Gates, notamment Bill Gates. D'après le New York Times, Thibaut, Bill Gates pense toujours que les cryptos ne servent à rien. Ouais, il y a des admirateurs et des détracteurs. Après, faut prendre un petit peu de hauteur sur ce qui a été dit. En fait, là, on sort un peu du contexte. Bill Gates vient de sortir un nouveau livre. Il était interrogé à cette occasion. Il y a un certain nombre de questions qui lui ont été posées. Et parmi elles, il y a eu à un moment donné une petite question sur qu'est-ce que vous pensez des cryptos, est-ce que c'est utile, etc. Réponse à laquelle il a dit non, aucune utilité. Et on en a fait quelque chose de colossal. Mais il n'y a pas eu d'argumentation, il n'y a pas eu plus de contexte qui a été donné à la réponse. On sait que Bill Gates, globalement, il avait fait plusieurs sorties publiques en se positionnant plutôt contre les cryptos, mais sans jamais réellement étayer le sujet. Voilà. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on donne beaucoup d'ampleur à ces déclarations et on met peu de polarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est favorable ou défavorable aux cryptos, ça n'a vraiment pas trop de sens puisqu'on peut avoir trouvé certaines opportunités intéressantes dans les cryptos et pour autant pas épouser l'intégralité du marché et de l'écosystème et trouver qu'il y a certaines choses qui sont un peu moins intéressantes. Donc, il faut mettre un peu de perspective là-dedans. Dire qu'on est pour ou contre les cryptos, aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens. Et bon, d'après lui, il n'y a toujours pas d'usage. Or, il y a quand même une blockchain historiquement qui est celle des usages, c'est Ethereum. Et les fans de cette blockchain Ethereum attendent la prochaine grande mise à jour. D'après Vitalik Buterin, elle approche la mise à jour. Elle arrive. Update is coming. Ce sera en mars, Claire. Théoriquement, en mars. Vous savez, c'est pas gravé dans le marbre non plus. Mais oui, cette mise à jour qui s'appelle Pectra, elle apporte plusieurs choses. La première, c'est plus de scalabilité sur le réseau Ethereum. Alors pour les plus techniques d'entre vous, ça permet notamment d'augmenter le nombre de blobs par bloc et donc ça va faciliter la vie des surcouches, des fameux layer 2 qui permettent un plus grand passage à l'échelle sur Ethereum. C'est aussi une étape de plus dans l'avancée de l'account abstraction, donc l'abstraction de compte, d'avoir des portefeuilles, des wallets plus intelligents sur Ethereum. Et enfin, ça va, et c'est là la plus grande conséquence de cette mise à jour, porter le maximum d'Ether dans un nœud validateur de 32 à 2048. Et donc ça va en gros simplifier le marché des validateurs et notamment du stacking, puisque ça évitera de multiplier le nombre de nœuds quand vous êtes un validateur Ethereum. C'est le moment, il faut réformer Ethereum, alors que Solana est en train de pousser à côté, qu'il y a ce match en quelque sorte. Il y a toujours cette concurrence. Oui, maintenant, c'est vrai qu'Ethereum a souffert un peu ces derniers mois du succès de Solana, qui a des frais beaucoup plus bas. C'est pas le premier cycle où on voit ça. Maintenant, le succès de Solana est aussi dû à l'essor des meme coins qui ont peut-être une durée de vie un peu plus limitée. Allez, un petit volet justice, là, comme ça, juste pour se faire plaisir à la fin des pros des cryptos. Délit d'initié ou pas, conflit d'intérêt ou pas dans la sphère Trump vis-à-vis des cryptos. Eric Trump, le propre fils de Donald Trump, a dit lundi que c'était le moment, il l'a dit clairement, vraiment explicitement, il a dit que c'était le moment d'acheter de l'Ether, le fils de Donald Trump. En même temps, World Liberty Financial a transféré ses cryptos sur Coinbase, à peu près en même temps que le fils disait qu'il fallait acheter de l'Ether. Qu'est-ce qui se passe là, Thibaut ? Ouais, c'est quand même quelque chose sur lequel il faudra se pencher à un moment donné. Donc pour recontextualiser, début de semaine, baisse sur les marchés crypto, toutes les cryptos en pâtissent. Ether
Ether également. Et à ce moment-là, on a Eric Trump, le fils de Donald Trump, qui dit que c'est le moment opportun pour faire un tweet et pour dire effectivement que c'est le bon moment pour acheter de l'Ether et qu'en plus, on pourra le remercier plus tard pour ce précieux conseil. Bon, déjà, si le tweet est discutable, on peut se dire que c'est peut-être juste maladroit. Ce qui est problématique, c'est qu'en parallèle de ça, on a World Liberty Financial qui déplace une grande partie de ses cryptos, et notamment des Ethers, sur Coinbase. Et généralement, ce type d'opération, il précède soit une vente, soit il veut seulement donner de l'agilité finalement à la plateforme pour pouvoir éventuellement vendre. Et à ce moment-là, le timing pose vraiment question. Donc, conflit d'intérêt potentiellement. En tout cas, le move est vraiment très, très border et très bancal. Merci à tous les deux, nos pros des cryptos, Thibaut Boutroux pour Meria et Claire Balva, VP stratégie de Block. Merci d'être venu, Claire. Merci à Thibaut d'être fidèle au rendez-vous. Les pros des cryptos retrouvés sur la chaîne YouTube BFM Crypto tout au long du week-end. Bon week-end, les amis. BFM Business, BFM Crypto, les pros.